des arts très variés, hein, de la musique, du théâtre, du cirque, de la danse. On y retrouve aussi des formes qui sont souvent aussi interdisciplinaires, donc qui mêlent ces arts et qui sont assez innovantes. On va y retrouver des petites formes très intimes, comme on va y retrouver des grandes parades urbaines plutôt spectaculaires, je dirais, aux dimensions de la ville. Et on a surtout une famille d'artistes, je dirais, qui sont aussi très très sensibles à créer de nouvelles relations avec le public, où il y a beaucoup d'interactivité, enfin, il y a une forme de générosité. Il y a quand même toutes ces propositions-là, par définition, elles convergent vers l'espace public, avec cette idée qu'elles convergent toutes finalement vers l'espace public. Donc on a créé un festival en 1999 qui s'appelle Les Turbulentes, qui a lieu chaque année au début du mois de mai, qui a commencé tout petit en fait, avec 8 spectacles, et qui est aujourd'hui, qui en est à sa 16e édition, et qui est devenu pour le coup un festival assez important d'un point de vue aussi national, qui fait partie grosso merdo des 10 gros festivals en France sur ce secteur artistique. Alors au-delà du festival, on n'a pas eu envie de travailler qu'à un temps fort, même s'il est très rassembleur, hein, parce qu'aujourd'hui on a les 40 000 spectateurs qui se déplacent sur le festival, donc nous passons d'une ville de 10 000 habitants, une ville à 40 000 spectateurs. On n'a pas eu envie de ne travailler que sur ce temps événementiel, bien que voilà, les gens, le public se le soit approprié. Hein, quand je dis événementiel, enfin, voilà, mais vraiment avec toutes les valeurs implicatives aussi qui sont développées autour du festival avec les habitants, puisque vraiment on a le territoire qui se met à l'heure du festival quand on l'organise. Et donc on a eu envie de réfléchir à comment on pouvait aussi imaginer un projet en quelque sorte de permanence d'artistes, comment on pouvait faire en sorte que les artistes soient présents sur ce territoire à l'année. Et donc on a en 2002, alors je fais très vite, hein, je fais des raccourcis, hein, mais parce qu'en même temps c'est bon, c'est une guerre de friche aussi, on a occupé une ancienne friche industrielle. Alors c'était rigolo, là Julien qui parlait justement de l'occupation, de l'illégalité, de la transgression, etc. C'est vrai qu'à partir du moment où on commence à investir des lieux qui ne sont pas a priori voués à ce qu'on y fait, où on commence à y accueillir du public, on commence à avoir quelques enquiquillements. Alors en fait on a demandé cette friche industrielle à la communauté d'Aglo qui en était propriétaire. Je crois qu'elle n'a pas vraiment soupçonné sur ce qu'on allait faire dans cette ancienne friche. Et on a commencé en fait en 2002 à y faire vivre un projet. Moi très souvent je dis on a habité le lieu vraiment. On s'est beaucoup amusé avec, on a vraiment embarqué les gens dans une belle complicité sur le lieu. On a très vite on en est tombé amoureux en fait, on a très vite senti toutes ces potentialités, voilà, ces dimensions, qui étaient un lieu vraiment à l'échelle aussi de nos pratiques artistiques. Donc finalement, ce que je dis, c'est une belle rencontre en fait entre un lieu et un projet. Il était occupé depuis fort longtemps, donc c'est un peu la rencontre de deux absences, voilà, l'absence d'activité sur le site, et puis l'absence pour le coup de lieux adaptés à nos pratiques. On lui a donné un nom. Genre aussi important, c'est des genres de marques d'appropriation aussi. Ça me permet de faire le clin d'œil puisque c'est à Vieux-Condé qu'ont été fabriquées une partie dérivée de la Tour Eiffel. Donc le blond, ça fait évidemment clin d'œil à cet héritage industriel, tout en portant pour nous aussi cette idée du rapprochement entre artistes et habitants, donc l'idée du lien, le blond étant un organe d'assemblage avec deux éléments. Donc c'est une occupation qui n'a pas été toujours très simple, mais toujours utile, qui a démontré un peu le sens, je dirais, auprès des politiques et des collectivités du sens de notre présence sur le site. Hein. On l'a fait vivre, on a accueilli des spectacles, des résidences de création, on a monté toute une série de projets participatifs avec les habitants, donc c'était vraiment un lieu, j'ai envie de dire, un lieu de vie, un lieu vivant, un lieu utile, où on a très vite senti qu'il n'y avait pas la barrière de pousser la porte du théâtre, que les gens rentraient dans ce lieu comme vous avez pu peut-être précédemment pousser les portes de l'usine. Et au bout donc de quelques années, sensibles au projet, on a réussi à mobiliser donc, les partenaires pour réhabiliter ce site. La réhabilitation est intervenue en 2010. Alors là, pour le coup, on a aussi vachement bénéficié de contextes qui étaient plutôt favorables à l'époque. On avait été accompagné au tout début de l'émergence du projet par l'Institut des villes, avec la mission Nouveaux territoires de l'art. On a été fortement accompagné par la région Nord-Pas-de-Calais qui, à cette époque-là, en 2007, initiait ses premières capitales régionales de la culture. Et donc, c'était Valenciennes et ses environs qui avaient été choisis, donc ça a permis vraiment de faire déclencher, notamment d'un point de vue financier. Et puis sinon, réussir à mobiliser évidemment tous les autres partenaires, l'État, l'Europe,
département sur la réhabilitation du site, qui fait 4700 mètres carrés. On a vraiment préservé sur le site des grandes halles qu'on appelle nous les places publiques. C'est un peu une petite ville finalement à l'intérieur de ce bâtiment. Donc là vous voyez la façade. On a essayé vraiment de prendre notre place dans le cadre de la réhabilitation et d'être très fortement aussi associé pour que ce soit pris en considération finalement la manière dont on avait aussi travaillé et occupé le bâtiment. Le souhait étant de vraiment préserver l'esthétique industrielle du bâtiment, on est allé plutôt poser à l'intérieur des lieux différents éléments que vous voyez, que vous entreapercevez au fond, des boîtes ateliers en bois, qui vont répondre à des fonctions, celle-là étant par exemple une salle de répétition. Donc on a une fabrique, des salles de répétition, espace de diffusion, voilà, il arrive, qui peut s'ouvrir sur les halles publiques et donc faire finalement mettre en jeu les différents espaces. Là, on a une fabrique, donc c'est une halle d'assemblage équipée de différents ateliers techniques. On va pouvoir faire de la couture, du bois, du fer, etc. On a abouti aujourd'hui, de par l'engagement et de par le travail développé sur le projet, à une reconnaissance, pour le coup, là, institutionnelle. On vient d'être labellisé cet été Centre national des arts de la rue. Donc, il en existe aujourd'hui 13 en France et le Boulon fait donc partie des équipements de référence et permet donc d'une certaine manière de doter la région Nord-Pas-de-Calais de son établissement de référence en la matière. La dimension du projet, il y a vraiment cette envie de travailler à du projet implicatif, du projet de territoire, du projet in situ aussi. C'est peut-être le sens du projet de la géographie subjective. Donc une envie de travailler au plus près des habitants et une des entrées aussi sur lesquelles on aime travailler, c'est accompagner aussi les changements de la vie, travailler sur les regards que les habitants sur leur ville, sachant que nous, notre terrain de jeu préféré, en définitive, c'est quand même l'espace public, et donc on est sensible à la fois, je dirais, à la construction du lien social, en tout cas à son renforcement, tout comme on est sensible aussi à la manière dont la ville se développe, mute, se construit, et que d'une certaine manière, la friche qu'on occupe aussi, d'une certaine manière, elle illustre aussi assez joliment, enfin elle témoigne aussi de ça. À peu près 2-3 gros projets par an. On essaie en tout cas d'aller dans cette optique-là, qui sont des projets vraiment qu'on mène au long cours, dans le temps, dans la durée, et qui vont croiser de l'artistique, de l'urbain, du paysage, de l'environnement. Alors on était tombé, je sais plus, oui, peut-être pas avec le CAU, je sais plus, sur une carte comme ça qui nous est tombée un jour entre les mains. Oui, celle de Nantes ou de Rennes. De Rennes, voilà, et on a dit mais c'est quoi ce magnifique objet, c'est quoi ce projet, et donc ça nous a donné très fortement envie de les contacter, donc de contacter Catherine Jourdan qui a fondé ce collectif de géographie subjective, et d'imaginer ensemble un projet donc, sur Vieux-Condy. Donc l'objectif de la carte, vous l'avez compris, c'est donc de travailler autour des visions que les habitants ont de leur ville. C'est un projet qui est à la fois au croisement de l'artistique et de la géographie. Et nous, je me dis, on n'en met pas beaucoup aussi par contre parce que c'est des projets qui sont... nous, on est une toute petite équipe, en fait on est 7 au sein du Boulon. Alors des fois je ramène à 5, c'est pas péjoratif, mais par exemple on a un animateur cirque, on a aussi un chapitre dans le monde, donc on a des personnes qui sont vraiment dédiées à des projets spécifiques. Et ce genre de projets sont vraiment gourmands en termes notamment de médiation. Et pour le coup, on avait nous sollicité Catherine Jourdan pour que le projet ne soit pas un projet de la ville vu par des enfants, ce qui avait été plutôt le cas à Nantes ou à Rennes, où il y avait eu un travail avec des enfants d'un quartier en particulier sur la ville. Nous, on avait très envie que la carte concerne les habitants du plus petit au plus grand, et j'y reviendrai après. Alors les questionnaires, je vous les ai mis, juste pour vous donner comme ça une petite idée des questions qui ont été posées. Quand à Vieux-Condé, connais-tu des noms de rues à Vieux-Condé? Quand tu te promènes dans la ville, tu trouves que ça sent quoi? Quel est l'endroit où tu te retrouves avec les copains? À Vieux-Condé, moi j'aimais bien celle-là, où y a-t-il le plus de soleil? Combien de temps on fait pour faire le tour? En combien de temps on fait le tour de la ville? Quel est l'endroit que tu aimerais faire découvrir à Vieux-Condé? Voilà. On s'appuie beaucoup aussi sur des relais locaux, sur le centre social, sur les associations locales qui sont vachement importantes.
sur les écoles, le collège, notre public. On est allé aussi se glisser beaucoup dans les fêtes des voisins parce qu'on s'est dit qu'il y avait 2 quartiers un peu importants et repérés, identifiés dans la ville, mais qu'il y avait des micro-quartiers qu'on avait quand même essayé d'envie de couvrir l'intégralité de la ville. Donc on est allé avec notre bâton de pèlerin et nos questionnaires aussi dans les fêtes des voisins. Et au finish, on a récupéré 500 questionnaires. Donc il y a eu, je sais pas, un énorme boulot de dépouillement des questionnaires qui a été fait juste en amont de la résidence, mais qui était vachement important parce que ça permettait vraiment de dégrossir les choses, de voir ce qui était ressorti le plus souvent, d'aller aussi piocher quelques petites histoires un peu croustillantes, anecdotes qui avaient retenu l'attention et tout ça. Donc il y avait quand même déjà une belle matière première qui n'était à ce moment-là n'utilisée que par les artistes, puisqu'elle est venue, Catherine Jourdan, je ne l'ai pas dit, parce qu'elle a un profil aussi un peu particulier, mais qui est très intéressant pour le projet. Elle est à la fois géographe aussi, à ses premières heures, mais aussi philosophe. Elle fait aussi de la psy, donc voilà, c'est quelqu'un, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, on parlait de Laurent Petit et de la psychanalyse urbaine, on peut aussi considérer Catherine Jourdan, d'une certaine manière aussi, a vraiment cette capacité aussi de l'écouter, de faire accoucher la parole. Et donc on a mis en place ensuite la résidence de création qui a duré 15 jours, qui était très très préparée en amont, en fait, où on avait prévu toute une série d'ateliers. Donc là, toujours dans cette envie de concerner différents types de publics, des groupes de femmes, centres sociaux, écoles, centres de loisirs, groupes de parentalité, groupes de personnes handicapées, enfin voilà, essayer vraiment d'aller à la rencontre d'un maximum de gens. Et ce qui est important, c'est de vous dire qu'on est parti d'une page totalement blanche. On part d'un premier dessin qui est de la même manière remis sur la table avec un autre groupe et ainsi de suite. Et la carte de fil en aiguille vient s'enrichir des points de vue et des commentaires des différents groupes qui sont associés. Ce qui est vachement passionnant, c'est que ça discute beaucoup. Et qu'en définitive, c'est ça qui est vachement intéressant aussi dans la mise en vie des ateliers, c'est que ça fait débat et en même temps, très vite, on arrive à une vision assez partagée. C'est ça qui est étonnant dans ce projet, c'est qu'il y a plein de choses qui sont liées à un point de vue personnel et qui très très vite devient quelque chose de l'ordre du point de vue de la représentation collective. Il n'y a pas eu de différence. Il n'y a pas eu de moment tendu au point que les gens n'étaient pas d'accord sur quelque chose, etc. Il y avait une parole commune qui arrivait à émerger. De façon, effectivement, à avoir quelque chose d'assez unanime, il y a eu aussi la mise en place de 3 temps publics durant les 15 jours. Donc on a imaginé à chaque fois aussi des temps un peu sympathiques, conviviaux. Donc on a fait un apéro carte à la bibliothèque, un autre au centre social, et on s'est fait aussi une grosse sortie centre de loisirs à 400 élèves par enfant, pour aussi d'une certaine manière avoir une validation, on va dire, presque plus générale de la carte. On alimente la même carte. Et Catherine Jourdan est accompagnée de 2 graphistes, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont travaillé en atelier toute la journée, ils se remettent le soir aux ordinateurs et commencent aussi à figer des choses, à poser, et d'atelier en atelier, selon, des espaces vont être élargis, dilatés, voilà, des petits points de détail vont être ajoutés. Elle évolue vraiment, elle est en mouvement pendant 15 jours, la carte elle est vraiment jusqu'à sa version finale, elle est en mouvement. À la sortie de la carte, des gens qui n'avaient participé par exemple qu'à un atelier en début de processus, étonnamment, mais vraiment, collectivement et unanimement, les gens ils se retrouvent tous dans la carte en fait. Donc ça, je crois que c'est ce qui a été le plus souligné en fait au moment de la sortie de la carte, c'est que tout le monde se retrouvait vraiment dans la carte. Et puis le temps de la diffusion, on avait travaillé sur la résidence de création en juillet, le temps de l'édition au mois d'août, etc. Et on a choisi de la sortir, la carte, à l'occasion des Journées du patrimoine. Et ça tombait, c'était carrément d'à propos, puisque en 2012, c'était le thème des patrimoines cachés. Voilà, donc on était plutôt bien dans le thème.
Il y a un petit groupe d'habitants qui a été complètement investi aussi, qui a imaginé un petit scénario d'inauguration de la carte avec un discours. Ils ont fait un discours politique demandant à la ville de changer le nom d'un certain nombre de rues, voilà, suite au débat qu'il y avait eu durant les ateliers. Ils se sont fait une jolie petite table de signature, là on la voit là, où ils ont dédicacé la carte. On l'avait à ce moment-là imprimé sur une très très grande bâche aussi de 4x3 au sol, et il y avait vraiment cette idée de tous les gens qui étaient là pouvaient prendre le crayon et aller ajouter des choses, complémenter, etc. Donc il y a cette idée de, c'est un arrêt sur image, elle est en mouvement. Donc je pense qu'il y a aussi cette idée de pas de frustration aussi, parce que dans le sens où ce jour-là aussi, puis on se dit voilà, enfin, ça peut continuer, elle n'est pas définitive et chacun peut toujours venir la complémenter. La manière dont finalement on l'a donné à voir à ce moment-là, c'était vraiment dans cette démarche-là. Et on avait ponctué cette journée-là aussi de propositions artistiques. On avait confié à une compagnie de la région Cendre la Rouge la carte, et elle en a fait un petit entresort, cartomancie, donc avec une espèce de petit jeu de tarot. Elle a raconté aux gens à partir des cartes, à partir de mini-cartes, la carte. On a une compagnie décor sonore qui a fait une balade dans la ville et une balade sonore, fait sonner la ville, et puis on a fait un petit apéro avec un trio vocal chanté. La carte, elle est vraiment faite de A à Z avec les gens. C'est-à-dire que même les légendes, les pictos, les dessins, tout ça, c'est fait avec les gens. Donc les graphistes sont là, passent la main, la souris, les gamins dessinent, ça se scanne ensemble, ça choisit. Alors évidemment, il y a quand même le prisme de l'artiste qui va revenir, voilà, glisser sa touche. Alors elle a une petite particularité quand même, cette carte, c'est une double carte. En fait. Si vous la déployez, vous la mettez en fait pour une petite source lumineuse à une fenêtre par exemple, vous allez entreapercevoir des choses. Et je trouve ça, je le redis par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure sur la question de l'intergénérationnel et de double vision. Parce que finalement, là, c'est tout ce qui a été trouvé pour évoquer la parole des anciens. C'est génial, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties, qu'en même temps, c'est pas indigeste. Alors, il y a toujours quelque chose à découvrir. Mais en même temps, cette espèce de qualité, finalement, il y a eu énormément d'éléments qui ont été apportés, et c'est pas non plus une espèce de millefeuille totalement indigeste. Alors après, voilà, moi j'en découvre encore des fois. Là, des fois, je la regarde et je dis, ah tiens, je redécouvre des choses encore sur la carte, parce qu'il y a pas de petites jolies histoires aussi, enfin voilà, mais il y a un cadre quand même global qui fait que c'est pas juste une addition, une superposition d'éléments. Enfin, c'est un projet avec Catherine Jourdan, mais là plutôt thématisé sur la question de la mobilité, parce qu'on a un tramway qui est en train de se terminer et qui va relier la ville de Valenciennes à Vieux-Condé. Donc les différentes communes traversées par cette ligne de tramway sont actuellement aussi sensibilisées à un projet de cartographie liée au tramway. On est transfrontalier, on a un partenariat transfrontalier avec une structure culturelle qui aimerait bien aussi, alors elle cherche à mobiliser les moyens financiers, qui aimerait bien aussi développer aussi le projet. Et puis c'est un outil pour nous, enfin voilà, pour le coup, j'ai envie de continuer à faire vivre, donc on est très, en tout cas, on veille en titillement par rapport aussi aux politiques, etc., sur la manière dont ils peuvent aussi s'emparer de cet outil, se disant que c'est aussi un bel outil de concertation et que c'est finalement aussi un bel outil qui permet aussi peut-être aux habitants de peut-être mieux appréhender aussi ce qui se passe dans leur vie, les transformations. Enfin voilà, c'est peut-être quelques clés aussi de lecture pour comprendre la ville. Et puis voilà, dans cette idée que s'ils ont dessiné la carte, moi j'ai envie de dire qu'ils peuvent aussi quelque part d'une certaine manière contribuer aussi à penser et à dessiner la ville. C'est toujours pour nous aussi un outil vachement chouette qu'on met entre les mains des différentes équipes artistiques qui viennent en résidence chez nous et qui vont développer aussi des projets in situ sur les territoires et qui vont nous contextualiser et s'appuyer sur les réalités du territoire. Je pense à ça, là on vient de redévelopper un certain nombre de projets là, qui ont pris plutôt la forme de jeu. On a mené un projet avec une compagnie qui s'appelle Caracol et qui était un travail de collecte de paroles d'habitants mais sur différentes communes appartenant au corridor minier, et qui a donné lieu à un jeu de mémoire qui combinait des textes issus des collectages de paroles et des illustrations. Voilà, l'équipe en résidence s'est aussi appuyée sur la cartographie. On vient de sortir un jeu qui s'appelle L'Arpenteur avec la Belgique,
qui s'appuie sur cette carte aussi. Donc c'est finalement un arrêt sur image, mais aussi toujours une matière dont on peut aussi se nourrir et s'inspirer aussi pour construire d'autres aventures et d'autres histoires. La question de la rénovation urbaine, on a ce quartier ici qui s'appelle Solitude Hermitage, qui est en phase plutôt aujourd'hui de finale de rénovation urbaine. Et c'est vrai que le projet aujourd'hui de la carte subjective est arrivé à un moment quand même où les choses étaient extrêmement déjà engagées. En revanche, c'est vachement intéressant parce que ce projet de rénovation urbaine, il visait aussi d'une certaine manière, alors évidemment, à qualifier l'habitat, à créer de nouveaux équipements, une maison pour tous, réhabiliter des écoles, réhabiliter une salle de sport, etc. Au-delà de la partie logement, il y avait cette volonté de recréer une traverse avec la forêt et de faire repénétrer la forêt dans le quartier. Et puis il se trouve, quand on regarde le projet, on s'aperçoit que pour les habitants de ce quartier, la forêt elle est bel et bien intégrée dans leur vécu et dans leur quotidien. Ils l'ont même coupée en deux. Ils s'en sont fait même un petit bout qu'ils ont rattaché directement à la cité. Tu vois, comme si, voilà. Donc finalement, c'est vachement intéressant, tu viens dire des choses aussi. Et par rapport à la rénovation urbaine, en tout cas, ça a contribué aussi à libérer un certain nombre de paroles. On a fait exprès, on a monté ce building, parce que alors ce Condé, c'est pas la Seine-Saint-Denis, hein, c'est des anciennes cités minières. Il y avait un building, alors le building en question, c'était un petit bâtiment, je sais pas, moi, de 20 mètres de long sur 3 étages à peu près, qui a été démoli dans le cadre du programme de rénovation urbaine. Et ça a suscité quand même, faut le dire, un certain émoi. Des gens y ayant vécu pendant 40 ans, etc., et le vivant de façon assez douloureuse. Donc finalement, le projet a permis aussi de libérer une parole aussi autour de ça. Et vous voyez, on s'est même amusé à en faire un skyscraper au milieu du quartier. Et voilà. Parmi les revendications des habitants dans le cadre de l'inauguration de la carte, la révélation de la carte, il y avait cette envie aussi de faire que cette rue s'appelle rue d'Anjou, du même nom que ce building. Ça a été validé ensuite politiquement, ils ont voulu rebaptiser des rues, la rue des mineurs. Donc finalement, je dirais que même si ça n'a pas été contributif à l'élaboration même du programme de rénovation urbaine, ça quand même accompagne aussi. C'est un moment opportun quand même. Ouais, ça accompagne quand même la mutation aussi de ce point de vue-là. C'est pas une commande politique, on n'a pas demandé aux artistes finalement de servir le politique et de conforter et légitimer une volonté de réaménagement. Maintenant, on est plus à un moment donné sur un acte de se dire on partage un espace public, comment il est vécu, comment il est ressenti, est-ce que souvent les gens effectivement s'expriment sur la manière dont ils vivent la vie et les relations qu'ils entretiennent avec elles, ou les relations qu'ils entretiennent la quartier, etc. On se pose un certain nombre de questions en disant finalement c'est d'une certaine manière contribuer en s'amusant, en jouant, à faire parler de la ville et à faire parler les gens d'eux. Donc il y a quelque chose de l'ordre plus de parler de soi et parler de sa vie. Donc c'est plus un acte de sensibilisation, j'ai envie de dire. Maintenant, il peut être aussi contributif d'autres choses tout en étant une première matière première qu'on n'a pas, nous, de toute façon, de positionner comme étant on va vous ramener un outil qui va pouvoir être un outil décisif. Moi, je me dis, mais tant mieux, moi j'ai envie que les gens s'en emparent, j'ai envie que les élus s'en emparent, j'ai envie que d'autres assos s'en emparent. À un moment donné, c'est à la disposition de tout un chacun et voilà, de rebondir à partir de cette matière-là.